tu nous as partagé en début aussi d'épisode que tu étais également autrice. Donc tu as écrit, un super livre qui s'appelle, Le silence des mers et donc justement, c'est intéressant par rapport à ce qu'on vient de discuter, le fait que tu n'es pas, maman aujourd'hui et que tu as écrit justement, sur ces expériences, de maternité. Donc j'ai envie peut-être de déjà te demander pourquoi ce livre, Sarah? Dis-nous. Alors en fait, je pense que les gens s'attendaient à ce que j'écrive sur les soins palliatifs et la mort. Donc j'ai eu envie de surprendre un peu. Et c'est vrai que c'est une question qui est sortie très fort dans mon entourage. C'est marrant d'avoir écrit sur la maternité, sur 3 personnages féminins qui vivent la grossesse et la maternité, alors que tu ne veux pas d'enfant. Et en même temps, je me suis dit: «Mais c'est peut-être justement parce que je ne veux pas d'enfant que, c'était une évidence d'écrire sur ça». Parce que je pense que j'ai fait un peu un travail personnel en écrivant. Je me suis projetée dans ces 3 mères, inconsciemment et je pense que chacune de ces mamans, c'est un peu la maman que j'aurais pu être et je me suis essayé de me dire: «OK, chacune donc chaque personnage vit, la grossesse de manière complètement différente et ce lien, maternel aussi» et donc je me suis dit: «OK, chacune d'entre elles, ça pourrait être moi». Comment est-ce que ça se passe si ça se passe bien? Comment est-ce que ça se passe si ça se passe mal? Comment ça se passe si ça se passe de manière un peu surprise? Et heu et donc j'ai pu aller, chercher des choses, je pense que ça a été thérapeutique, vraiment. Je pense qu'il y a des passages que j'ai écrits, notamment, moi, j'ai écrit une scène d'accouchement où j'ai vraiment mis dans cette scène d'accouchement, vraiment des choses que j'avais dans les tripes, en me disant: «C'est comme ça que j'imagine que ça se passerait si je devais accoucher». Et donc ça m'a permis de mettre des mots, parfois de prendre con de conscientiser certaines émotions, de mettre des mots sur, des craintes que j'avais, de mettre des mots sur des envies que j'avais aussi. Et donc ça pour moi, ça a vraiment été un cheminement sur ma réflexion et c'est l'aboutissement de cette réflexion, c'est le livre finalement. Waouh, donc c'est un fameux travail sur toi aussi et j'adore et donc c'est ça aussi parce que je pense qu'il t'a pris, un certain temps, l'écriture de ce livre et donc là, on comprend effectivement que vu toute la réflexion, les démarches et cetera, plus la recherche, des faits historiques, hein, parce que c'est, comment dire? C'est de la fiction et en même temps un mélange aussi de faits historiques, hein, donc pour que les personnes qui nous écoutent, donc on a l'histoire de 3, mamans en parallèle. Donc d'abord Irène, qui travaille dans une maternité, nazie, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. On a, Aïda qui est gynécologue, et qui prône, enfin qui travaille dans les années 70 et qui est, pro avortement, dans ce on va dire cette décennie très importante par rapport à tout ça et puis on a Agnès, Agnès est, une maman d'aujourd'hui aussi qui, a essayé, enfin qui n'a jamais été maman jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ses 40 ans et qui, voilà, qui découvre qu'elle est enceinte et donc c'est 3 récits, assez différents et donc pourquoi avoir choisi, ces époques-là, ces personnes-là? C'est quoi qui t'a guidée dans ces différentes, voix? Alors, à la base, donc l'idée du livre, c'était la maternité nazie, parce que du coup, il y a quand même une partie historique sur une maternité nazie qui a eu lieu à Liège, au château de Louis Gimont à Soumagne. Et donc j'avais envie de parler de ça, et ça faisait longtemps que je voulais parler de la question de la maternité de manière générale, et donc je me suis dit: «Mais voilà, j'ai un peu mon lien, mon histoire». Et donc j'avais pas envie de faire une histoire qui se passe que pendant la Seconde Guerre mondiale, que dans une maternité nazie et que ce soit un peu trop lourd. Et donc, je me suis dit, mais j'ai envie de croiser le destin de 3 femmes qui vont vivre la maternité de manière différente. Et à travers leur destin, et donc au fur et à mesure du récit, on se rend compte qu'il y a des liens entre elles. À travers ça, il y avait une envie de raconter comment on se vit en tant que mère. Et donc c'est de là que l'histoire, s'est construite petit à petit, et donc j'avais très envie que, il y ait un personnage, médecin, parce que je pense que ça fait quand même partie de ma vie aussi. Et j'avais envie en tant que féministe que ce soit quand même très militant, donc je trouvais que c'était intéressant que ce soit une gynécologue qui lutte pour le droit à l'avortement. Finalement Agnès avec sa grossesse de dans la quarantaine, c'était un peu, j'avais envie de représenter la femme d'aujourd'hui, qui ont des parcours de vie qui fait qu'elles n'ont pas toujours la possibilité d'avoir des enfants jeunes, et de pouvoir montrer qu'en fait ça peut bien se passer,
que c'est tout à fait possible. Et alors, il y avait aussi une envie, je veux dire, dans ce récit. Moi, j'avais une phrase qui m'avait beaucoup marquée pendant ma formation de médecin, donc au cours de gynéco. Le prof disait que sur une grossesse, la femme revit en 9 mois du point de vue psychologique et inconscient un peu toute sa vie. Et donc souvent, c'est là qu'il y a des choses qui se débloquent ou des choses qui se rebloquent. Donc c'est pour ça aussi qu'on a parfois des gros baby blues, parfois des grosses dépressions postpartum, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans notre inconscient, qui viennent se réactiver au moment de la grossesse. Et ça, c'est chez Agnès que j'ai voulu travailler, parce que c'est un maman, donc dans le récit, la maman d'Agnès est décédée, elle s'est suicidée alors qu'Agnès avait 18 ans. Et ça a été une relation qui a été conflictuelle. Toute leur vie, elles n'ont jamais su s'entendre. Et donc, elle se dit, mais en fait, si je ne fais pas un travail par rapport à cette maman, comment je vais pouvoir, moi, être une bonne maman? C'est un peu son cheminement. Et donc, elle part je veux dire, elle part à la rencontre de cette mère en enquêtant sur son passé, en essayant de la comprendre et en essayant de savoir mais pourquoi elle en est arrivée à se suicider et pourquoi notre relation n'a pas marché, parce que j'ai pas envie de reproduire ça. Et donc, il y avait aussi toute cette question un peu de ce qu'on transmet comme faille quand on a des enfants. Je pense que on transmet beaucoup de choses et notamment des blessures, et que si on ne travaille pas ces blessures-là, à un moment donné, ça finit par se transmettre, j'ai presque envie de dire, de génération en génération. Et donc, il y avait quelque chose un peu de l'ordre de la question du poids de l'héritage familial, du secret aussi, qui, à un moment donné, impacte. Et donc, Agnès, c'est un peu l'exemple, on voit beaucoup des petites vidéos humoristiques sur Internet où la génération de maintenant, c'est la génération qui fait le travail pour toutes les générations d'avant. Mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Et je pense que du coup, Agnès, je voulais qu'elle incarne ça. Je voulais qu'en fait, à un moment donné, elle soit la personne qui va de l'avant et, euh, et casse un peu un cycle transgénérationnel, je vais dire ça C'est comme ça, vraiment ça, ouais. un cycle transgénérationnel pour aller de l'avant et pour être dans une relation plus saine avec sa fille. Et donc, voilà. Et je trouvais aussi, donc Agnès, elle est très très proche de sa grand-mère, qui l'a un peu élevée. Et donc, je voulais aussi mettre là-dedans en image la différence, ouais, comment faire famille différemment, et que cette grand-mère a finalement pris un rôle très maternel pour elle. Et donc, c'était une manière d'aborder un peu toutes les questions de comment être mère et quelle relation mère-fille on peut avoir à travers différentes époques. Et voilà. Magnifique, parce que clairement, moi qui accompagne beaucoup de mamans, c'est clair que la question de la relation à sa propre mère vient nous chambouler effectivement pendant la grossesse, mais surtout par la suite, dans la compréhension ou l'incompréhension de certaines choses, ou peut-être faire la paix avec certaines choses, que quand on se retrouve dans ce rôle, on peut peut-être mieux comprendre certaines choses par rapport à ce qu'on a vécu en tant qu'enfant avec notre maman, etc. Ou d'autres choses effectivement qu'on ne veut pas reproduire, ou des blessures qu'on se dit, ok, moi j'en ai hérité, mais je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Donc le travail transgénérationnel, pour moi, il est essentiel. Donc c'est magnifique que tu puisses partager ça aussi via Agnès. Magnifique. Et moi, je t'avoue que j'ai été assez surprise par rapport à bah, cette maternité nazie, parce que j'avais pas du tout conscience, et je pense que tu le dis régulièrement, que bah, y a pas grand monde qui savait qu'à Soumagne, donc c'est au domaine de Schurten, c'est ça, hein, si je... Domaine de Ouais, Wégimont. de Wégimont, pardon, je confonds toujours les deux quand on doit y aller avec mon fils. Mais effectivement, moi, j'avais aucune idée que ça avait été une maternité nazie à l'époque, quoi. Ah oui, non, c'est quelque chose qui est assez tabou. Je pense que dans la région, c'était un peu connu. Ma grand-mère, qui est un peu originaire de Liège, me disait que à l'époque, c'était pendant la guerre, elle savait que ça avait été quelque chose comme une maternité nazie, mais on n'en parlait pas trop. Et la question des Lebensborn, finalement, elle est sortie bien des années après. Et effectivement, il y a quand même 40 enfants qui sont nés dans cette maternité nazie. Et moi, j'avais été fort imprégnée en regardant un documentaire sur la question justement des enfants nés dans ces maternités nazies, et qui est un peu aussi au cœur du livre, qui est la question de comment on se construit en tant qu'identité quand on est un enfant qui est issu d'un projet nazi.
et pas d'un désir d'enfant. Donc ces enfants, pour les gens qui savent pas trop ce que c'est en fait les maternités nazies, c'est un projet que les nazis ont créé en se disant mais on va repeupler l'Allemagne après la guerre et donc on va créer des enfants parfaits. Et donc il y avait des femmes qui allaient dans ces Lebensborn, qui rentraient dans des critères esthétiques ariens et qui en général se reproduisaient avec des soldats SS qui étaient en permission pour justement essayer de créer des enfants qui répondent vraiment aux critères ariens, avec des enfants, du coup, s'ils n'étaient pas dans ces critères-là ou qui avaient des malformations, etc., handicap, et, étaient exécutés. Quand l'enfant il était dans les critères, il était pendant plus ou moins 1 an dans ces maternités, et après il était mis à l'adoption dans des familles allemandes nazies qui avaient une idéologie très importante vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Donc pas n'importe quel Allemand, pas n'importe quelle famille, c'est vraiment des familles qui étaient très bien choisies. Et donc il y avait de la part de ces femmes dans ces maternités nazies une volonté patriotique de donner leurs enfants. Donc il y avait des femmes qui étaient tout à fait conscientes du projet derrière et qui savaient que leur progéniture servirait à reconstruire l'Allemagne d'après, que ces enfants allaient être adoptés. Donc il y avait vraiment quelque chose un peu de l'ordre du sacrifice pour la patrie. Et donc les enfants qui sont issus de ça, c'est très très difficile de se reconstruire parce que finalement, c'est pas des enfants qui sont nés d'un amour un peu maladroit, ils sont nés d'un projet, un peu presque des incubateurs, hein, les mamans, c'est vraiment un peu. Et donc, comment on se construit comme identité quand on a des parents qui étaient des soldats SS et des mamans qui étaient patriotiques et qui avaient envie de sacrifier leurs enfants au nom d'un régime. Et donc, il y a beaucoup de reportages que j'ai vus qui parlaient de ça. Et ça m'a fort touchée de voir la question de l'identité parce qu'on pourrait se dire, finalement, à la fin de la guerre, ces enfants étaient adoptés par des familles qui n'avaient rien à voir avec la régime Classique. nazi. Voilà, il y a eu un peu un secret sur leurs origines et on veut dire ils ont reçu de l'amour pour certains et on pourrait se dire finalement ce qui compte c'est la famille adoptive et comment on a évolué et pas le passé. Mais le passé, il est quand Il est même là. ancré. Il est Il est ancré, comme ancré. on le disait tout à l'heure, justement, ouais. C'est ça. Et donc, j'avais vraiment envie d'en parler et c'est ça, ça revient dans le récit aussi de dire comment on se construit quand on est issu de potentiellement pas de l'amour, finalement. Et puis je me dis pour ces femmes, même si, elles étaient «contentes» entre guillemets de faire partie de ce projet, patriotique, j'ai envie de dire ça comme ça, je me dis entre le moment où tu prends la décision et puis le moment où tu as porté cet enfant, tu accouches et puis cet Mmh. enfant est adopté, donc tu le «perds» entre guillemets, ça doit être aussi une blessure, incroyable parce que tout ce qui est, mère porteuse ou des mères qui décident, après d'accoucher sous X et de ne plus avoir leur enfant, je pense qu'il y a toujours en tout cas, enfin, dans ce que je vois, plutôt dans les séries et cetera, mais je pense qu'il y a quand même un peu de vrai aussi quand même, ce moment où tu dis: «Oui, mais bon, c'est quand même mon enfant que j'abandonne, que je donne», ça doit quand même aussi marquer Mmh. une fameuse blessure, en soi et potentiellement projetée aussi sur l'enfant donc Oui, surtout que ces maternités nazies, il y avait parfois des personnes qui y allaient sans connaître vraiment le projet, hein. Donc, il y a eu à un moment donné, quand ils se sont rendus compte que c'était pas suffisant les femmes patriotiques, il y a un peu une ouverture. On s'est dit: «Bon, toute femme qui aura eu un enfant avec un soldat allemand, qui veut un peu, ne pas garder cet enfant-là» parce que dans les pays, typiquement en Belgique, dans ces maternités nazies, c'était souvent des jeunes filles qui avaient été mises enceintes par des soldats allemands. C'était pas quelque chose qu'on avait vraiment envie d'ébruiter dans le village, et cetera. Et donc, on les envoyait là-bas, comme ça, elles faisaient leur grossesse, elles donnaient l'enfant, et puis elles revenaient, et c'était un peu ni vu ni connu. Et donc, ça, c'est pas des volontés patriotiques non plus. Et donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de blessures qui ont dû se faire à ce moment-là. un climat de honte, assez conséquent, Oui, aussi. déjà d'avoir une relation voulue ou non voulue, avec un soldat effectivement SS et puis tout le processus derrière, c'est quand même aussi, un contexte de honte, assez conséquent et je pense Mmh. qui chemine aussi avec la maman et l'enfant par la suite donc ouais, quelle époque, Oui, quelle c'était pas. époque. Non, Mmh. non, non, clairement et par rapport à Aïda, peut-être un petit mot à nous partager? Comme ça, on aura fait un peu le tour des 3 histoires. Aïda, c'est vraiment, j'ai voulu que son personnage soit fait sous forme de journal intime parce que j'avais vraiment envie qu'on soit dans sa tête. Et donc Aïda, c'est vraiment un personnage qui est en grande souffrance. C'est une femme qui, se consacre totalement à son métier de gynécologue, qui surinvestit ce métier-là,
et qui, tombe enceinte, de manière, tout à fait, non prévue pour une militante des droits de l'avortement, beaucoup trop tard que pour avorter quand elle s'en rend compte. Elle fait un peu une sorte de déni de grossesse et donc de là naît toute une, difficulté avec cet enfant qui n'est pas voulu et par rapport à toute sa souffrance à elle. Donc Aïda, on se rend vraiment compte dans son journal intime que c'est quelqu'un qui est, je veux dire, presque dans une dépression permanente, et qui n'arrive pas à sortir la tête hors de l'eau, sauf quand elle travaille où c'est un peu son seul point d'ancrage et donc cet enfant vient bouleverser, qui elle est, et vient, finalement raviver encore plus ses blessures et ses souffrances individuelles et donc c'est toute la complexité d'accueillir cet enfant, et donc moi je Aïda, c'est un peu un personnage qui a été, très cathartique, et qui moi personnellement dans les 3 personnages me touche énormément parce que, je sens que c'est quelqu'un qui essaye de fonctionner malgré sa souffrance, qui a essayé d'assumer son rôle de mère, mais qui n'y arrive pas et qui porte ce poids de la culpabilité de ne pas y arriver parce que c'est ce qu'on attend d'elle et elle n'y arrive pas. Et donc comme en plus c'est un personnage qui évolue dans les années 70-80, bah, c'est encore plus compliqué puisqu'il y a encore moins cette compréhension, le fait que, bah, elle n'y arrive pas et qu'en fait, elle ne voulait pas être mère et malgré qu'elle a accouché, elle ne veut toujours pas être mère, en fait. Et donc sauf que l'enfant est là et donc et elle a pas le choix que d'être mère et elle essaie de faire avec, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on sent que pour elle, c'est très, très compliqué et que c'est pour ça que le travail reste son point d'ancrage ou justement l'avortement, c'est quelque chose qu'elle se bat assez rapidement parce qu'elle se dit: «Mais les femmes ont le droit de pouvoir choisir d'être mères ou pas» Mmh. et donc c'est vraiment tout son cheminement par rapport à ça. Ouais, donc c'est la conjonction d'énormément de tabous qui Mmh sont mh. un peu plus, on va dire cassés aujourd'hui, mais qui effectivement dans les années 70-80, on parlait pas du tout de tout ça, quoi, donc Oui, non, tout ouais, à fait. je pense que ça va parler, à beaucoup de personnes, donc merci d'avoir, écrit ce magnifique livre. Je mettrai, de toute façon, le lien, dans la description de l'épisode.